Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Riyad Satouf. Bonjour Valérie. Bonjour Riri, je devrais dire. C'est comme ça qu'il vous appelle, Vincent Lacoste? Alors le petit Riri, il m'appelle comme ça. Riri. Le jeune acteur 1, aventure de Vincent Lacoste au cinéma. On se rappelle évidemment du film de votre... c'était votre premier film que vous avez réalisé, le premier film que vous avez réalisé. C'est cette histoire que vous racontez, le casting avec Vincent Lacoste, le tournage du film. C'est beau gosse. Irrésistible, mais vraiment irrésistible. C'est paru aux éditions Les Livres du Futur. C'est votre maison d'édition. On peut dire que vous êtes quand même l'un des plus gros vendeurs de BD aujourd'hui. Entre Les Cahiers d'Esther, L'Arabe du Futur, à chaque fois, c'est carton plein. J'ai la chance d'avoir des lecteurs, oui, ça ouais. C'est vrai que je suis très content de tous ces gens qui suivent mes livres. Alors c'est pas arrivé d'un seul coup, hein, ça a pris des années, mais c'est vrai que voilà, c'est cette bande dessinée là qu'on fait avec Vincent. Alors c'est avant d'être l'histoire de Vincent Lacoste ou avant d'être l'histoire de mon premier film, etc. Moi j'ai voulu penser le livre comme étant vraiment l'histoire, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'un ado de 14 ans qui n'avait jamais envisagé une seule seconde de faire du cinéma et qui s'est retrouvé propulsé dans le monde du showbiz, entre guillemets, de la célébrité, avec tous les excès et les gloires qu'on peut imaginer, et comment il réagit, Voilà, c'est vrai que Vincent m'a toujours raconté son quotidien, ses histoires, et c'est vraiment intéressant à observer au plus près. Oui, et puis c'est toujours ce que vous aimez, ce que vous savez faire, raconter l'univers des jeunes, et c'est toute la première partie qui concerne aussi son lycée, là où il est, et tout cet environnement. Mais on va en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle est un peu BD, mais pas trop. Et oui, les Dalton. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est une BD, les Dalton. Mais c'est pas sur la BD de Goscinny de Maurice. C'est pas Goscinny. Non, c'est Maurice dont on va vous parler. C'est êtes-vous choqué de la présence des Dalton dans Touche pas à mon poste d'Hanouna? Je sais pas si vous avez vu. Cyril Hanouna a reçu les femmes. Je sais que c'est des délinquants à Lyon, qui sont habillés en Dalton. Et bien pour l'instant, ça vote énormément sur le compte Twitter de Sud Radio. Vraiment, il y a déjà beaucoup de votes, alors qu'on vient de mettre la question en ligne. Pour l'instant, oui à 88%, non à 12%. Donc, tout à l'heure, je vous mettrai un extrait dans mon zapping. Ils étaient invités de Cyril Hanouna hier soir, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réactions assez choquées de voir qu'on donne la parole à ces gens-là. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Après plus de 6 mois en orbite, âme contrôle pour le Major Tom qui à 4h33 a améri au large de la Floride. Thomas Pesquet a donc retrouvé le plancher des vaches après un périple fascinant. Ils ont fait une chute de 408 km depuis la Station Spatiale Internationale. En entrant dans l'atmosphère terrestre, la capsule s'illumine. Le bouclier subit alors des températures de 1600 degrés Celsius. Les parachutes s'ouvrent, puis à 4h33 heure de Paris, Crew Dragon amérit sans problème. Quelques minutes plus tard, chaque membre sort de la capsule sur un brancard, aidé par les secouristes de SpaceX. Ça vous fascine, ça, ou pas? Parce que oui, j'adore. La science-fiction, c'était quand même votre cam à la base. Non, bien sûr, la conquête spatiale, la science, la modernité, c'est ce que je préfère. Moi, pour moi, c'est la grande conquête et le grand futur de l'être humain, c'est ça. Vous avez abandonné complètement la science-fiction ou pas? On vous pose la question à chaque fois. J'ai souvent l'impression, moi, de faire un petit peu de la science-fiction quand même, quand je parle du monde des ados et de leurs gros boutons et de leurs trucs. Mais voilà, c'était pas ça au départ. Mais la science-fiction pure, l'héroïque fantasy pure, le surnaturel, c'est vrai que peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais c'est souvent, il y a une part inconsciente de moi-même qui décide de faire les livres, et elle n'est pas forcément d'accord avec la part consciente. Voilà, moi j'ai l'impression de faire des films d'aventure ou des d'aventures. C'est des aventures. Mais les combinaisons commencent à ressembler à des dessins futuristes quand même avec SpaceX. Il y a 51 ans, le 9 novembre 1970, mourait le général de Gaulle. Pourtant, en 2021, il n'a jamais été aussi vivant et tout le monde se réclame de son héritage, en particulier un certain Éric Zemmour. Et ça a bien fait rire Nicolas Sarkozy hier. Comparer Zemmour à de Gaulle, c'est fort, hein? C'est fort. Je suis pas sûr d'ailleurs que le général de Gaulle aurait forcément apprécié ce que M. Zemmour a dit de Pétain.
C'était l'événement média d'hier, le premier débat des LR, une sorte de primaire qui ne dit pas son nom. Et hier, Xavier Bertrand a tapé très fort sur l'Algérie et les pays qui reprennent pas leurs ressortissants. Ça a beaucoup marqué les internautes. Les Algériens aujourd'hui nous empêchent de survoler leur espace aérien alors même que nos avions ont besoin de le traverser pour se rendre au Mali. Sahel, pour la guerre en Sahel. Si le gouvernement algérien persiste, j'entends revenir sur les accords bilatéraux de 68 entre la France et l'Algérie. Les choses sont très claires. S'ils ne reprennent pas les délinquants, les criminels qui ont purgé une peine de prison ferme dans leur pays, s'ils ne reprennent pas leurs ressortissants qui sont clandestins chez nous, plus personne ne rentre, plus personne, du chef de l'État aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux touristes, aux étudiants. Quelle image vous avez un peu de tout ce qui se passe autour de l'islam, du racisme, des pays? Quel est un peu votre regard, vous qui avez écrit l'Arabe du futur? C'est très compliqué pour moi d'avoir une position, parce qu'en fait ça m'est tellement étranger. Personnellement, je suis incroyablement athée. Oui, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au paranormal, je ne crois pas aux ovnis, je ne crois pas à la magie. Et donc, il y a on sent bien que ces questionnements identitaires, alors qui concernent l'islam et qui concernent toutes les religions, quelque part, on le voit bien. Enfin, pour moi, je les considère comme étant des symptômes de l'appauvrissement des sociétés et surtout de l'éducation qui ne fonctionne plus. On devrait donner c'est incroyable aujourd'hui qu'un ado ou qu'un jeune croit en Dieu, par exemple. C'est partir déjà avec la base que notre vie est prédestinée à quelque chose et ça semble être... C'est tellement simple, en fait, de gouverner des gens qui sont croyants. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais si vous êtes libre dans votre tête, vous remettez tout en question, tout en cause, tout le temps. Et c'est beaucoup plus difficile de vous faire des choses en tant que peuple. Mais on sent bien qu'il y a un intérêt aussi. Alors, quel est cet intérêt? Mais à ce que les gens soient de moins en moins éduqués, soient de moins en moins conscients de ce qui... voilà, et moi je trouve ça très triste. C'est pour ça que j'adore la science, la rationalité. Ouais. Enfin, c'est quand même les scientifiques qui nous ont sauvés du coronavirus, pas les prières. Vous allez dans les écoles ou pas? Vous êtes invité parfois ou... Alors c'est vrai que je suis invité, mais j'ai tellement de travail à faire que je n'ai pas le temps d'y aller. Ouais. Mais les profs, vraiment, j'y suis allé quelques fois. Et moi, personnellement, je passe 15 minutes dans une classe. Je me dis, ces jeunes profs pleins d'enthousiasme. En plus, c'est toujours eux, ils m'invitent, ils ont envie de me faire venir. Ils m'écrivent, ils lisent mes BD, ils ont envie d'aider leurs élèves à s'en sortir. Et quand je passe 15 minutes avec les élèves, je me dis, mais c'est les saints de la République. Je ne sais pas comment ils passent leur vie avec des jeunes qui, dans la majorité des cas, n'ont rien à faire, sont hyper contents quand il n'y a pas cours. C'est un truc très... enfin voilà, moi j'ai une admiration, un amour infini pour les profs. Ma vie a changé avec la rencontre de nombreux professeurs. Moi, l'éducation, plus de moyens, plus de profs. Enfin voilà, je sais pas, c'est un... Et Jean-Pierre Satouf ou Franck Satouf à la place de Riyad? Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Si on m'avait dit de choisir mon prénom, en effet, j'aurais pas choisi Satouf, Riyad. J'aurais préféré m'appeler Mike Johnson, parce que tous les mecs de ma génération, c'était les États-Unis, la classe. Et donc, quand j'étais enfant, mes héros s'appelaient... J'avais fait les aventures d'une BD d'un type extrêmement musclé et blond qui s'appelait Mitch Mitchelson. Mais non. Et donc... donc c'est vrai que... mais non, mais sous question des prénoms, je ne sais même pas trop quoi en dire. Moi, j'aime que la France soit un pays avec des gens de plein d'origines, dans toutes sortes. Vous savez, moi, je viens je suis originaire de Syrie, où là-bas, tout le monde a des prénoms, les mêmes prénoms. Un peu comme au Japon, quand vous allez au Japon, tout le monde a des prénoms japonais. Moi, je préfère la France, où tout le monde a son origine marquée. Voilà. Et pour finir, un dernier son qui est un peu hommage, alors peut-être ça va pas vous... Bon, je pense que ça va vous parler. À l'homme qui aime la science-fiction. Alors si je vous dis comme ça que Franck Olivier nous a quittés à l'âge de 73 ans, ça vous émeut pas forcément, mais ce collaborateur belge de Claude François, c'était lui qui chantait le générique d'Albator. Albator X84. Je savais que je vous ferais plaisir. Albator X84, ça faisait ça. Voilà, Albator, le capitaine Corcel, il revient. Ça vous parle? Elle chante. Je la chante. Bon, voilà. C'était incroyable, Albator. Albator, c'est l'œuvre de Leiji Matsumoto, qui est un créateur génial, qui a fait plein de séries. Et en Syrie, quand j'habitais dans mon petit village, on voyait une autre série de Leiji Matsumoto qui n'est jamais passée en France. Astro le petit robot? Ah non. Non, qui s'appelait Yamato, qui était extraordinaire. C'est des génies de la science-fiction, ces mecs-là. D'ailleurs, voilà, tout le monde connaît Albator.
Tout le monde connaît Albator. Vous avez toujours le pistolet de Blade Runner sur votre bureau où vous dessinez? J'ai toujours mes petits secrets inavouables autour de la science-fiction. Bien sûr, je suis un collectionneur. Ah oui, vous n'êtes pas collectionneur de ça. On va revenir sur le jeune acteur 1, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma, qui paraît aux éditions du Futur. Je vous propose de marquer une toute petite pause et on se retrouve avec Riyad Satouf dans un instant. Notre invité aujourd'hui, c'est Riyad Satouf pour parler de son dernier livre, Le jeune acteur 1, les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. On appelle ça quoi, une BD? C'est pas un roman graphique, c'est il y aurait quoi sur votre passeport si Bon, moi je dirais c'est un livre. Voilà. Ouais, je suis auteur de livres. Auteur de livres, dessinateur, réalisateur de cinéma. C'est une BD, donc vous racontez effectivement ce casting, l'aventure de Vincent Lacoste, cet acteur qui aujourd'hui est extrêmement bankable et que vous avez découvert dans un casting sauvage en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand moi je fais de la bande dessinée depuis de nombreuses années, puis un jour j'ai dû faire un film. On m'a proposé de réaliser un film. Je voulais faire un film sur les ados. Mais tous les comédiens qu'on me proposait pour jouer les rôles étaient beaucoup trop beaux. Ouais. C'est-à-dire que c'était que les gens populaires des collèges et lycées de France qui pensaient qu'ils pouvaient devenir acteurs. Donc il y avait que des filles attirantes, des mecs musclés, etc. Donc je voulais pas de ça. Je voulais des gens de la vraie vie qui me ressemblaient un peu à moi quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire avec une drôle de tête et Donc pour faire ça, on a fait un casting sauvage. Ça veut dire aller dans des endroits où sont les jeunes et leur donner des petits papiers en leur disant: as-tu déjà rêvé de faire un film? Viens, on va te faire passer un casting. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce jeune qui avait quand même une tête un petit peu bizarroïde, mais qui était très... Moi, je le trouvais un peu trop beau la première fois que je l'ai vu en photo. Et puis ensuite, quand il est entré dans la salle de casting et que je l'ai vu en vrai, je me suis dit: ah ouais, c'est un dessin. Il y a quelque chose. Oui, il a cette bouche un petit peu, cette moue qu'on retrouve dans vos dessins. Il avait une manière de parler unique. Il a une manière de bouger ses bras unique. Oui, Et justement, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu Les Beaux Gosses en 2009, écoutez, je vous ai retrouvé la bande-annonce de l'époque et vous allez entendre la nonchalance de Vincent Lacoste et les dialogues de Riyad Satouf. Putain, mais il est plus moche que nous, lui, non? Mais tu rigoles, sa tête de cul de l'univers, ce mec. Capable d'aller l'embrasser là tout de suite. Tu me prends pour un mytho ou quoi? J'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi. Non, mais t'as vu ta gueule. J'étais comme toi à ton âge. Tu mets des capotes, j'espère, hein, t'oublies pas. Hein. Mais ouais, t'inquiète, une fois j'en ai mis 2, alors ça reste rien. Tu peux baisser cette musique arabe là? Putain, frappe, merde. Tu sais quoi? Tu te masturbais? Je peux pas éviter de raconter mes histoires perso à tout le monde là. Voilà, mon chéri adoré. Mais entre nous, c'est super sérieux. On a parlé de faire des enfants et tout. Ouais, mais ça, c'est pas qu'en roulant des pelles que ça arrive. Il faut mettre la saucisse, mon vieux. Je crois que je l'ai traumatisé. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me sautes dessus comme ça? Qu'est-ce que t'as là avec ton slip? T'as un problème ou quoi? Ça vous fait quoi de réentendre les dialogues? Vous le revoyez ou pas? Non, c'est drôle que je l'ai revu il y a 2 jours, justement. Ah ouais. Ça faisait des années que je l'avais pas vu et ça me rappelle des souvenirs, oui. C'est vrai que Vincent était très proche de son personnage à 14 ans. Et je me suis servi beaucoup de ses propres histoires, d'ailleurs, parce que je voulais quelqu'un qui soit très proche du rôle. Et là, le livre, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Et puis comment lui a accueilli l'idée de ça? Alors, on est restés très amis au fur et à mesure des années. Moi, je le vois très souvent. C'est vraiment comme quelqu'un de ma famille, quoi. Et c'est vrai qu'après l'Arabe du Futur 5, j'ai eu envie un peu de prendre de la distance avec cette histoire que je faisais depuis de nombreuses années, d'aller vers autre chose. Et donc, on s'est dit avec Vincent qu'on allait concrétiser ce projet. Ça fait des années qu'on en parle, de faire ça. Moi, c'est vrai que je suis resté proche de Vincent. À partir du moment où il m'a dit qu'il faisait son 4e film avec Gérard Depardieu, je me suis dit que c'était vraiment devenu un acteur et qu'il me racontait toutes ces histoires de tournage, ces histoires, je sais pas moi, de fans. Quand j'allais avec lui dans un café, les filles lui laissent leur numéro en disant « Appelez-moi, je vous adore ». Et puis juste, on s'apprête à sortir, et là il y a un grand mec musclé qui fait « Bonjour, appelez-moi, je vous adore ». Et puis il lui laisse son numéro. Je me suis dit, ça donne une vision de la réalité qui est très particulière et j'avais envie de raconter ça. Donc il a eu un petit peu peur au début quand même. Il s'est dit, mais qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va pas détruire mon existence et ma vie? Et puis il s'est rendu compte quand même que c'était intéressant de me raconter comment quelqu'un de normal devient extraordinaire. Voilà. Pourquoi il n'y a jamais eu Les Beaux Gosses 2?
C'était tentant. Oui, mais alors justement, c'était trop tentant et comme j'ai un ego surdimensionné et que je me considère vraiment, je trouvais ça presque, c'était trop un peu vulgaire de faire une suite aussi facilement que ça. Mais par contre, pourquoi pas faire une suite maintenant où ils ont tous 35 ans, 30 ans, enfin, avec voilà, d'autres questions, d'autres problèmes et d'autres problématiques. Oui, c'est vrai. Et la réalisation, là aussi, c'est en fait votre vie, c'est un concours de circonstances, de chances, de rencontres, et en particulier parce que vous pour le coup, vous vouliez être célèbre. Quand vous aviez 14 ans, ça commence comme ça. Je m'appelle Riyad Satouf, j'avais 14 ans en 92, je rêvais d'être populaire, mais j'étais moche. Mais vous vouliez effectivement devenir un auteur célèbre de bande dessinée de science-fiction. Alors, vous êtes devenu célèbre, populaire, mais pas de science-fiction. Mais c'est vrai que ça rejoint... excusez-moi. Non, allez-y. Non, ça rejoint ce qu'on disait juste avant sur les croyances et les forces paranormales. C'est que j'adore raconter dans mes BD à quel point des destins entiers ou des destinées entiers se décident par des hasards. Ouais. Et on croit souvent, je sais que ma grand-mère me disait tout le temps ça, ma grand-mère bretonne me disait « Oh là là, t'as un don !» ouais. Comme si une force cosmique avait dit « Tu seras dessinateur ». Or, je pense que ça n'existe pas. Et dans le cas de ce jeune ado, Vincent, il serait devenu autre chose si on s'était pas croisé pour faire ce film. Mais c'est quand même devenu un acteur extraordinaire, avec une vie assez extraordinaire, alors que c'était quelqu'un de très ordinaire. De très ordinaire, avec quand même un père qui était un peu comme beaucoup de pères dans ces années-là, mais ou de parents qui aimaient le cinéma. Mais on voit, vous lui dites bon, je compte sur toi, tu meurs pas avant 3 mois et tu te casses pas une jambe. Manque de bol, il va danser un soir et puis il a la jambe qui se retourne. Et là, il se rend compte qu'il a vraiment envie de le faire, alors qu'au départ, c'était un peu mou, quoi. Le fait de faire un film, d'être se retrouver comme ça dans un tournage, c'est aussi quelque chose que je voulais raconter dans ce livre, parce qu'est-ce qu'il y a de plus célèbre que le cinéma? Tous les êtres humains adorent les films, les séries, les machins. Mais de faire des films, c'est un état magique, en fait, de l'être humain. D'un seul coup... vous avez une vie normale, conventionnelle, puis hop, un matin, il y a une voiture qui vient vous chercher en bas de chez vous, avec quelqu'un, il y a un café, un croissant, on vous emmène sur le lieu du tournage, tout le monde fait un petit son autour de vous, vous faites un truc, vous faites rire, vous faites pas rire, vous faites pleurer, etc. C'est magique, en fait. Et donc, c'est vrai que quand on y a goûté une fois, on est envoûté, il y a quelque chose de complètement fascinant. Les gens qui travaillent dans le cinéma sont tous fous. Que ce soit les techniciens, les acteurs, des folies douces, des folies sympas. C'est pas péjoratif de ça, mais il y a une folie. Citez n'importe quel acteur, le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est qu'il est fou. Tu vois, Depardieu, par exemple, il est un peu fou, mais on l'adore, mais on voit bien qu'il est un petit peu fou. Vincent, il est un peu fou. Je voulais raconter aussi comment ça tourne le système et le génie vient de là aussi. Valérie Riyad, je vous emmène en 2010, je vous emmène au mois de février et nous sommes dans la salle des Césars. Le César est attribué à... Les beaux gosses de Riyad Satouf. Les beaux gosses est une chronique sur l'adolescence basée sur les personnages d'Hervé, ado de 14 ans, plutôt ingrat physiquement, moyennement malin et débordé par ses pulsions. Vincent Lacoste, Noémie Lovski, mais aussi Anthony Sanigo, Emmanuel Devos, Valérie Godino, Irène Jacob et Marjane Satapi en sont les principaux comédiens. C'est dingue. Ouais, c'était super. C'était une très belle Vous étiez dans la salle, évidemment. Je suis monté sur scène, récupérer mon César, tout à fait. Mais comment on dit qu'un dessinateur peut devenir réalisateur de cinéma? C'est assez magique, ça, qu'on vous ait laissé la main. Vous racontez, disons que moi, mon rêve, c'était qu'un jour, mes bandes dessinées me permettent de faire un film. Alors, ce qui est drôle, c'est que je pensais que c'était un aboutissement de faire un film. Or, faire un film, je me suis rendu compte que ma vraie passion était de faire des bandes dessinées aussi. Je suis revenu à la BD, j'ai fait l'Arabe du futur après et tout. Mais quand on travaille dans l'univers graphique, il y a beaucoup d'auteurs de BD qui ont ce rêve-là. Un jour, Steven Spielberg vous appelle et vous dit « Hi, I love your comics, come quickly in Hollywood ». Et donc, moi j'avais ce fantasme-là. C'était un... et Spielberg vous a toujours pas appelé? Je sais pas ce qu'il faut. What are you doing, Steven? Mais j'ai eu mieux que ça. J'ai eu ma productrice Anne-Dominique Toussaint qui m'a contacté. En suivant ce schéma, elle adorait mes BD. Elle m'a dit « Mais vous devriez faire un film, on fait un film ensemble ». Et voilà, donc c'était une opportunité. Elle vous dit, ça vous dirait d'écrire un scénario sur des jeunes? Vous dites « Ah oui, mais j'aimerais choisir les acteurs,
acteurs, les costumes, les décors, la musique aussi. Et elle vous répond, vous voudriez réaliser le film en fait. Oui, et là vous dites c'est le moment le plus audacieux de ma vie. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là vous avez osé dire oui et vous avez eu confiance. Nos auditeurs sont totalement fans. Hein. Stéphane dit il faut faire les beaux mâles maintenant, effectivement. Et puis Camille nous dit bonjour, je prends l'émission en cours. Quels sont vos dessinateurs préférés? Est-ce que vous êtes inspiré de certains dans votre graphisme? Alors moi j'ai des goûts vraiment très traditionnalistes et classiques. Je suis extrêmement réac en dessinateur. Moi mon idole c'est Hergé déjà. Son dessin très simple, j'adore Peyo aussi, les Schtroumpfs. Vous voyez, j'aime quand tout le monde peut lire une bande dessinée. J'essaie toujours de faire des bandes dessinées lisibles par les gens qui sont pas habitués au BD. Mais après, par exemple, quand j'étais ado, j'avais été très marqué par Philippe Drouillet, Moebius, Bilal, toute la bande de Métal Hurlant. J'adore Bretéché. Aujourd'hui, j'aime Émile Bravo, par exemple, qui a sorti un Spirou là, qui est extraordinaire. Je vous recommande la lecture. Mais j'aime bien quand c'est un peu que le lecteur est considéré. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait des BD pour un lecteur, et pas pour se faire soi. plaisir, Voilà, pas pour se faire plaisir. Voilà. Je disais que quand on lit, quand on rentre, parce qu'on rentre littéralement dans vos livres, dans votre univers, on retombe en enfance. C'est vraiment, c'est assez rare, moi, que ça m'arrive comme ça. J'étais fan de BD, mais très classique aussi. Ça me fait penser à Bretéché, un petit peu dans le côté quotidien où on peut se retrouver, même si moi, j'ai pas connu le même lycée que vous, mais on a des enfants. Je crois que chacun peut se retrouver dans vos personnages et dans ce que vous décrivez de cette vie des jeunes. Vous avez un don d'observation assez incroyable. Tout le monde a été un enfant. Enfin, tous les adultes ont été des enfants, ont été des ados aussi. Donc c'est vrai qu'il y a moi, dans l'Arabe du futur, j'essaie d'emmener mes lecteurs dans une enfance au Moyen-Orient. Dans les Cahiers d'Esther, c'est l'enfance des jeunes filles. Dans le monde secret des petites filles, qui est un monde qui m'est assez étranger. Et dans le cas du jeune acteur, c'était vraiment un ado qui n'a pas vraiment eu d'adolescence. Il est passé de 14 ans à un gars qui joue avec Depardieu, qui tourne dans des films, qui est déprimé parce qu'il voudrait faire la fête alors qu'il doit faire passer son bac. Enfin voilà, ses amis changent, il a envie d'utiliser son pouvoir sur les filles, mais il n'arrive pas à le faire. Voilà, c'est de raconter toutes ces thématiques qui sont particulières à la célébrité. Est-ce que Canal+ a commandé une nouvelle saison des Cahiers d'Esther? Est-ce que vous continuez avec non, pour l'instant non, mais en fait c'est très compliqué parce que c'est très difficile à faire en fait, les Cahiers d'Esther en animation. C'est très lourd et très difficile à faire. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre, mais j'espère peut-être bientôt. C'est génial, ouais. Et Esther va bien? Esther, elle va super bien. Elle a quel âge Là maintenant, elle a 16 ans. Ça va devenir plus compliqué ou pas? Ou vous allez jusqu'à 18 ans? Non, je pense que je vais réussir à le faire jusqu'à 18 ans. Non, vous la voyez toujours régulièrement? Je la vois rarement. On se parle surtout par téléphone et par SMS, etc. Des fois, je la croise et quand je la vois, à chaque fois, je me dis wow, elle a pris 15 cm et il faut que je mette à jour mon dessin. Vous voyez, dans les cahiers. Ça a dû être quelque chose, le confinement d'Esther? Oui, je l'ai raconté d'ailleurs dans le tome 6. Vous l'avez raconté dans le dernier. Oui, elle a bien changé là maintenant. C'est vrai qu'elle a plus vraiment l'air d'une ado, là, on dirait une jeune femme. C'est vrai que j'ai été obligé de remettre à jour mon dessin d'elle il y a quelques temps là. Ça va changer effectivement un petit peu la physionomie d'Esther. Vous disiez que Pipi de Farlouz allait ressortir. Ça me fait plaisir, Valérie, que vous disiez ça. Vous êtes une des rares à vous rappeler de cette BD. Si. Gérard Collard, mon libraire préféré, adore Pipi de Farlouz. Et c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé. Donc je suis ravie, vous m'avez dit hors antenne que ça allait reparaître. Et un film bientôt ou pas? Alors oui, j'ai un projet, mais alors je le garde encore un peu secret. Dans quelques temps, peut-être vous en entendrez parler. On va. Très bien. En tout cas, je conseille vraiment je le conseille à tout le monde. Vraiment, j'ai passé un moment formidable. On rentre comme dans une couette, vous savez, dans ce livre. On suit Vincent Lacoste et il raconte bien. Il se souvenait de tout. En fait, il avait. Comme m'a dit Vincent hier, il m'a dit c'est marrant, Ariel, il se rappelle de trucs dont je me rappelle même plus. Et quand je me rappelle, je me dis mais oui, c'est vrai. En fait, il y a plein de choses dont il se souvenait pas. Non, c'est vrai. Et il s'en est rappelé lorsque je les ai écrits moi. Mais il a rajouté aussi des choses que moi j'avais oubliées. Par exemple, surtout toutes les choses sur moi, parce qu'il y a son point de vue sur le réalisateur qui lui peut plaire. Vous aviez conscience d'être hyper protecteur avec lui, parce que ça c'est attention la drogue. C'est pas parce que tu fais du cinéma. Moi j'étais un incroyable tonton casse-pied. C'est-à-dire, il était hors de question que ce jeune dont j'étais responsable et que j'avais infléchi son destin devienne un toxicomane à l'américaine, vous savez, qui m'appelle à 4 mois en disant t'as détruit ma vie. Enfin, c'est pas possible. Donc moi c'était brevet obligatoire, bac obligatoire, voilà, drogue et alcool interdit. Les livres du futur, c'est votre maison d'édition et c'est cette maison d'édition qui édite Le Jeune Acteur 1, donc ça veut dire qu'il y aura un 2. Il y en aura 3.
3. Ils sont déjà écrits, c'est bon. Incroyable. Génial. Vous me les donnez un peu avant. Et puis on peut aller sur les plateformes VOD pour regarder les beaux gosses. Absolument les beaux gosses. Merci beaucoup Riyad Satouf d'être passé par Sud Radio ce matin. Merci à vous.